Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel je vais vous raconter ce qui nous est arrivé en juin 2018. Et avec ce contenu, ce dont j'ai envie, c'est de tenter d'apporter du soutien et des conseils aux parents qui pourraient vivre la même situation. En juin dernier, donc, on a remarqué que Nino avait développé des tics moteurs. À bien y réfléchir a posteriori, d'ailleurs, c'est en juin que ça nous est vraiment apparu comme un fait incontestable, mais ça avait dû commencer au mois de mai et monter progressivement en intensité. En avril, il avait fait une petite conjonctivite. Alors en mai, quand il s'est mis à se passer la main sur les yeux ou sur le front plusieurs fois par jour, on a juste cru à une rechute ou à des allergies parce que c'était la saison. Mais le phénomène avait persisté. Alors ensuite, on s'était dit qu'il avait les cheveux trop longs, que sa frange devait, lui piquer les yeux. Hop, chez la coiffeuse. Mais ça n'avait encore rien changé. Et je ne sais plus au bout de combien de temps l'évidence nous est enfin apparue. C'était début juin donc, mais je ne sais plus trop si c'est quand la fréquence est devenue vraiment folle, quand c'est devenu évident que ça ne pouvait pas être autre chose, ou si c'est quand un deuxième geste répétitif est venu s'ajouter au premier, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, donc une quinzaine de jours après le tout début, les tics avaient une fréquence extrêmement haute et ils ont conservé la même intensité pendant 3 semaines. Puis, ils ont brutalement chuté, je vous expliquerai dans la suite du podcast dans quel contexte, et ils ont fini par totalement se dissiper. Et là encore, je ne sais plus trop quand exactement. Ce que je sais, c'est qu'au 12 juillet, quand on est parti en vacances, il n'en avait plus du tout. Mais pendant les 3 semaines les plus intenses, en juin, les tics étaient extrêmement rapprochés et extrêmement étendus sur une journée. À vrai dire, on ne remarquait plus tellement les moments de la journée où Nino avait des tics, c'était plutôt les accalmies de quelques dizaines de minutes qui étaient notables. Le reste du temps, Nino enchaînait 3 ou 4 gestes différents, pas toujours dans le même ordre, pas toujours dans les mêmes proportions, mais pour vous aider à vous représenter l'intensité de la chose, disons qu'il pouvait avoir un minimum d'une 20aine de gestes par minute, et que ça pouvait être bien plus. Autrement dit, c'était très impressionnant à voir, oppressant aussi et frustrant à vivre en tant que parent, parce qu'on était obnubilés, mais impuissants. On ne voyait que ça, on ne pensait qu'à ça, mais pour la première fois, on n'avait pas de solution. On n'avait rien à apporter, il ne suffisait pas de donner un sirop pour que ça cesse, il ne suffisait pas de s'asseoir et de parler un peu de ses pensées avec notre fils, on l'avait toujours fait, on l'a fait encore plus, mais sans résultat probant. Il ne suffisait pas de l'aimer, ni même de le lui dire, de le rassurer, il aurait suffi peut-être de lâcher prise plus tôt, mais avec la tête dans le guidon, on s'en est pas rendu compte. Parce que quand on le vit, ça devient une obsession. Oui, parce que de l'extérieur, on peut se demander pourquoi je fais tant de cas de troubles qui n'ont jamais fait mal à Nino au fond, qui ne l'ont presque jamais gêné même. Déjà visuellement, c'est tellement prégnant qu'on ne peut pas ne pas y penser. Je me souviens de ce sentiment assez dérangeant que je ressentais en juin le matin en partant bosser. Clairement, c'était une fuite. Je laissais mon petit paquet à mes parents et je sais que c'est ma mère qui a hérité illico de ma boule au ventre. Et quand la voiture redémarrait, j'avais encore ça à 100% à l'esprit, mais je savais que 30 minutes plus tard à tout casser, prise par la classe, les élèves, les séances, j'aurais l'esprit détourné et allégé jusqu'au soir. Mais même au boulot, la moindre brèche d'oisiveté dans mes pensées était aussitôt remplie par ça, par les tics de Nino. Et le soir, avec lui, le numéro d'équilibriste était de plus en plus difficile. Jouer avec lui en prenant l'air enthousiaste et léger, habituel, alors que j'étais totalement désemparée à l'intérieur, ça devenait coton. À la fin d'ailleurs, je crois, Nino n'était plus dupe. Il voyait qu'on était préoccupé et il avait fait les liens. Il savait que ces petits gestes, comme on disait, étaient la cause. Parce que non, ça ne lui a jamais fait mal. Parce que comme il n'allait pas encore à l'école, il n'était pas, c'est sûr, dans un contexte où il aurait pu sentir la moquerie. Une fois seulement, en faisant les courses, pendant la période où c'était très visible tout le temps et où même dans les lieux publics les gestes s'enchaînaient, une fois seulement, il a relevé le regard d'une petite fille interloquée qui le fixait sans qu'il comprenne pourquoi. Donc non, il ne ressentait aucune douleur, ni physique ni émotionnelle, mais ces tics le fatiguaient énormément. Et mon inquiétude a fini par devenir, lorsqu'il en a justement compris la cause, une source de tristesse pour lui, en plus de la fatigue causée. Il était triste que ces gestes m'inquiètent, tout simplement.
Mais Nino faisait simplement partie du cas non particulier dont j'avais lu des descriptions sur le net, sur des sites comme Naître et Grandir ou des sites médicaux spécialisés, parce que oui, j'ai passé mes soirées à cette époque à écumer le net. J'ai tout lu, des forums Doctissimo aux nomenclatures officielles destinées aux professionnels de la santé sur la classification des tics nerveux et la façon d'aborder les choses avec les patients. Je ne sais même plus par quel méandre j'étais tombée là-dessus, mais j'ai tout lu. Et ce qui ressort des informations théoriques sur les tics nerveux aurait dû me rassurer. La première information, c'est que les tics nerveux touchent un enfant sur 4, pendant une période plus ou moins longue de son enfance et de façon plus ou moins marquée, mais c'est quelque chose de très répandu au final. Autre information cruciale qu'il faudrait répéter tel un mantra aux parents qui vivent la première manifestation et qui sont trop désemparés et inquiets pour garder leur lucidité, c'était mon cas, c'est que les tics nerveux sont considérés comme transitoires tant qu'ils ne sont pas installés sur une période de plus d'1 an. Bon, au bout de 3 semaines, j'avais déjà l'impression d'étouffer et de m'embourber dans l'inquiétude. Alors c'est sûr que ça doit pas être fastoche de tenir le cap quand les gestes sont installés pendant des mois, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est transitoire. Au-delà d'1 an de manifestations régulières, on peut considérer alors que oui, il s'agit de tics chroniques. Mais dans ces 2 cas de figure toutefois encore, les causes sont presque toujours psychologiques. Tandis que le syndrome Gilles de la Tourette, auquel on pense fortement, alors autant le nommer sans tabou, parce que son idée nous percute forcément l'esprit à une vitesse assourdissante et avec une perversité démoniaque quand on voit pour la première fois son enfant tiquer littéralement toutes les 5 secondes à longueur de journée, le syndrome Gilles de la Tourette a des causes neurologiques. Et les professionnels ne posent un tel diagnostic qu'après des années d'évolution, sachant qu'un Gilles de la Tourette présente une combinaison complexe de tics à la fois moteurs et langagiers. En somme, si on sait, en réfléchissant a posteriori, identifier des causes psychologiques à l'apparition des tics nerveux, qu'ils soient moteurs ou langagiers, il ne s'agit très probablement pas des prémices d'un Gilles de la Tourette. Il s'agit d'un mode d'expression de nos enfants. Les tics sont une manifestation émotionnelle que l'enfant ne sait pas exprimer encore autrement. Il est peut-être trop jeune pour avoir le bagage lexical ou pour avoir le bagage émotionnel pour décrypter d'abord ses émotions, pour les identifier et puis pour les exprimer et raconter vraiment ce qui le perturbe. Alors quand il se retrouve submergé, paumé dans ses émotions et qu'il a pourtant besoin de les évacuer, les tics nerveux jouent le rôle de soupape. Les sites de professionnels parlent du pouvoir de décharge du tic. L'enfant se charge et se charge encore en émotions, en ressentis, en troubles, en stress, en inquiétude. Il ne sait pas forcément exprimer tout ça, donc il n'évacue rien, il accumule. Et les tics permettent au corps de se décharger de ce qui pèse sur l'intellect, de ce que j'ai compris en tout cas. Et c'est pour ça que nous verrons, en fin de podcast, dans les conseils sur l'attitude à adopter par l'entourage, qu'il ne faut surtout pas tenter de réprimer les tics. Ce serait empêcher l'enfant d'évacuer son stress, tout en lui en fournissant davantage encore, avec cet impératif de devoir être à la hauteur de ce truc fou qu'on attend de lui. Mais avant de donner quelques conseils, qui ne seront pas les miens, mais ceux que j'ai lus ailleurs, et qui nous ont été le plus utiles, je souhaite vous parler un peu des causes psychologiques dans le cas particulier de Nino, et ensuite de la résolution de toute cette histoire. Sachant qu'il ne nous a pas suffi d'identifier les causes et de travailler dessus pour voir disparaître aussitôt les tics. Leur apparition a été concomitante d'un certain problème, mais la disparition du problème n'a pas pour autant entraîné la disparition des tics. Le problème, ça a été une maladie grave et abrupte. Nounou était tombée très malade, fin mai, et m'avait annoncé la nouvelle un jeudi soir alors que je venais chercher Nino. Elle avait dit qu'elle avait envie de continuer jusqu'à son hospitalisation prévue mi-juin, et on avait un peu parlé des conséquences logistiques, et on s'était dit à lundi. Hélas, le lendemain même, elle m'avait prévenu par texto que son médecin traitant l'avait mise en arrêt maladie. Mes parents avaient donc gardé Nino avec grand plaisir pendant le mois de juin, et chez papy et mamie, c'est un vrai parc d'attractions. Nino les adore et adore y aller. N'empêche qu'un jeudi soir, il avait dit à lundi à sa nounou et qu'il ne l'avait jamais revue.
On lui avait expliqué la situation, on avait évité ensuite d'en parler trop en sa présence, et lui était visiblement ravi d'aller chez ses grands-parents. Et ce n'est que quand les tics étaient déjà au plus intense qu'il a commencé à verbaliser ses inquiétudes sur le sujet de sa nounou. Qui était son docteur? Est-ce qu'il était fort? Est-ce que nounou continuait de garder les bébés pendant ce temps? Est-ce qu'elle était guérie? Et quand on partait le soir de chez son papy et sa mamie qui le gardaient, il leur faisait des grandes déclarations à base de « tu vas me manquer, je t'aime », même si on devait les revoir dès le lendemain. Donc, il n'y avait plus de mystère. Et sans perdre davantage de temps, on est passé aux grandes manœuvres. J'ai pris rendez-vous chez sa pédiatre, mais il fallait attendre encore plus de 2 semaines, et on a beaucoup parlé avec Nino. On parlait déjà énormément, mais c'est pendant cet épisode qu'on a construit tous ensemble un nouveau degré dans nos conversations. Depuis toujours, papa et moi expliquions à Nino, décrivions le monde, les choses, répondions à ses questions. J'avoue que j'avais même tendance à inconsciemment lui souffler ses émotions en fait. On va là, c'est génial, on va faire ça, super. Poussée par la volonté de lui faire kiffer la vie en permanence, je m'enthousiasmais pour entraîner son propre enthousiasme. Bon, je m'auto-flagelle pas non plus, c'est humain de faire ça. Et ça apporte effectivement plein de choses positives, de l'entrain, de l'envie, de la joie. Mais pendant la période des tics nerveux, on a commencé à lui demander aussi, enfin, ce que lui ressentait face à tel ou tel événement, ce que lui pensait de telle ou telle chose, s'il avait des questions, s'il avait des choses qui le rendaient triste ou qui l'inquiétaient. On a commencé par chaque soir, lui et moi, comme un rituel, citer une chose qu'on avait adorée dans la journée et une chose qu'on n'avait pas aimée. Souvent, il disait des choses anodines, parfois même clairement farfelues, mais 2 ou 3 fois aussi, sans que je les voie venir, il m'a confié des trucs plus denses. Et la petite discussion qui a suivi a permis de dissiper une vraie part de stress. On a aussi commencé à ce moment-là à lire, puis à acheter, au début on le lisait juste au magasin et puis on l'a finalement acheté, La couleur des émotions. Un livre qui est devenu un de ces incontournables qui lui sert énormément et que je conseille vraiment à tous les parents que vos enfants aient des tics nerveux ou pas du tout. Au début, on parlait surtout de la joie et de la tristesse et puis on a nuancé. Il a appris à comprendre et à nommer d'autres émotions et c'était forcément plus facile pour nous de l'aider une fois que lui a été capable de verbaliser tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Alors, ça n'était pas non plus un interrogatoire tous les soirs, j'y allais avec des grosses pincettes, l'air de ne pas y toucher, je tendais une petite perche. Certains soirs, il la saisissait, d'autres soirs, il s'en fichait royalement, mais au moins, il avait cet espace pour dire qui il était et pas juste pour se fondre dans celui que j'avais envie qu'il soit. Et j'ose croire que ça a dû lui faire du bien de voir que je n'étais plus le chef d'orchestre de ses émotions, mais juste une spectatrice attentive, à l'écoute, prête à partager les ressentis pour les savourer ou les alléger. Pour autant, les tics n'ont absolument pas diminué. Lui en prenait de plus en plus conscience, tout comme il prenait de plus en plus conscience que ça nous perturbait, nous les adultes, que ça nous inquiétait. Il ressentait aussi, comme je le disais, la fatigue liée à cette activité corporelle quasi incessante et il commençait à prendre sur lui pour tenter de les retenir en public. Et c'est dans ce contexte que le jour du rendez-vous chez la pédiatre est arrivé. On a exposé dans son cabinet la situation. Elle nous a ressorti quasiment au mot près ce que j'avais lu sur Naître et Grandir. D'ailleurs, à la fin, elle m'a donné une fiche conseil qui était directement tirée de ce site. Mais le fait que ce soit une professionnelle en qui j'ai confiance, qui me dise ce que j'avais pourtant déjà lu et relu, je me suis immédiatement sentie soulagée. Comme si c'était acté, à cet instant précis, que ça n'allait aller que mieux. Et je crois, physiquement, que ça s'est vu, que Nino l'a vu. Je pense qu'un gros brouillard gris a dû sortir de mon corps. J'avais l'impression d'avoir perdu 25 kilos de soucis dans ce cabinet, d'avoir terminé une apnée qui durait depuis des semaines, d'avoir repris mon souffle. J'en avais les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix sur le moment, alors que concrètement, la pédiatre n'avait rien fait. Elle ne m'avait rien dit que je ne savais déjà. À la fin, aussi, elle s'est adressée à Nino, qui avait passé la séance à jouer dans un coin de la pièce sans en perdre une miette comme toujours, et elle lui a dit un truc du genre
tu as entendu Nino, avec maman et papa, on a parlé de tes petits gestes et je leur ai expliqué que ça n'était pas grave, que ça arrive à beaucoup d'enfants et que tu les fais parce que tu en as besoin et que quand tu n'en auras plus besoin, ils s'arrêteront. Papa et maman étaient inquiets parce qu'ils t'aiment, mais ils t'aiment aussi avec tes petits gestes. Maintenant, vous savez tous que ça n'est pas grave et vous allez pouvoir repartir. Et sans exagérer, le lendemain même, Nino avait perdu 80% de ses petits gestes et le reste a fini de se dissiper dans les semaines suivantes. Mais c'était devenu de toute façon déjà très anecdotique. Mi-juillet, Nino n'avait plus aucun tic. On sait toutefois maintenant qu'il a une propension à exprimer ses angoisses de cette manière, que des tics peuvent revenir durant des phases clés de son évolution. Par exemple, pendant la période de sa rentrée à l'école, on a eu quelques minuscules retours de flamme, mais vraiment 3 fois rien. Et en même temps, sa capacité à communiquer par le lexique s'affinant avec le temps, il est possible aussi qu'il n'ait plus jamais besoin à l'avenir de cette soupape-là, celle des tics nerveux, pour décharger ses émotions, et que la discussion lui suffise. On verra. Pour le happy end, je précise tout de même qu'il a revu Nounou 2 fois, qu'elle allait mieux, qu'elle est en voie de guérison. Bien entendu, la revoir en forme a aussi beaucoup aidé Nino. Il en a parlé pendant des jours. On a eu la chance, je l'ai souvent dit sur la chaîne, d'avoir trouvé une perle comme assistante maternelle. Et elle était vraiment un pilier dans le quotidien de Nino. Donc, la maladie avait bouleversé son petit monde. Mais tout est finalement rentré dans l'ordre dans un temps assez court, à bien y réfléchir, quelques semaines, même si quand on le vit, paradoxalement, on a vraiment l'impression que ça dure terriblement longtemps et qu'on n'en sortira jamais. C'est dur. Et c'est pour ça que je veux terminer par des conseils qui pourraient être utiles aux parents qui écouteraient ce podcast, parce qu'ils vivent la même situation. Comme je l'ai dit, ces conseils ne sont pas le fruit de mon invention, mais ce sont ceux qui nous ont été le plus utiles. Le premier, c'est de ne pas fâcher l'enfant à cause de ses tics et de ne pas lui demander d'arrêter. Je crois que c'est le plus difficile à suivre au quotidien parce que déjà, il faut avoir identifié que ce que fait son enfant, ce sont des tics, parce que aussi c'est insupportable, une fois qu'on n'a plus aucun doute, qu'on a bien identifié que c'était des tics, c'est insupportable à voir. Non pas parce que ça nuit à notre petite tranquillité bourgeoise, mais parce que ça vrille nos cœurs de parents d'assister à ça. On a juste envie de hurler « Mais arrête !» Ben non, il faut se retenir. Pour autant, il ne faut pas non plus faire comme s'il ne se passait rien. Sinon, votre enfant va croire que vous ne remarquez pas quand quelque chose lui arrive. Sans remettre ça sur le tapis à longueur de temps, c'est une bonne chose d'en parler avec lui, de lui dire qu'on a remarqué, de lui expliquer de quoi il s'agit, de le rassurer. On est là, on l'aime, on a vu et on le soutient. Selon l'âge de l'enfant et sa capacité à s'exprimer, on peut aussi discuter avec lui de ses émotions. D'abord lui expliquer ce que c'est, des émotions, puis essayer de les lui faire remarquer quand elles surviennent. Et peu à peu lui demander s'il a été joyeux ou triste pendant sa journée, s'il y a des choses qui lui font peur ou qui l'inquiètent. À la maison, comme je disais, on a acheté La couleur des émotions, un génialissime album pour enfants, et sur le même thème, je fais lire à mes élèves une histoire qui s'appelle Un ange dans ma tête. Et ces 2 histoires sont vraiment 2 chouettes supports pour parler des émotions avec ses enfants. Et le dernier conseil, c'est celui que la pédiatre m'a donné le jour magique où on est allé dans son cabinet, c'est laisser de la latitude à son enfant, lui laisser le droit, le temps de ne pas aller bien, de se chercher, d'être comme ça. Ne pas se dire que c'est grave, qu'il faut absolument qu'il aille bien tout le temps. Ne pas se dire qu'on ne sait pas comment on va faire si ça s'installe à long terme, parce qu'on en est loin. On n'est pas sur du long terme. On est dans un instant où c'est juste un peu moins bien. Et parce qu'il va forcément capter, sinon, qu'on se fout la rate au courbouillon à cause de ses émotions. Et ça risque de cristalliser ce qu'on cherche au contraire à dissiper. Bref, il s'agit, facile à dire, de continuer son petit train-train familial en laissant le moins possible les tics perturber les habitudes. Ce dont l'enfant a besoin plus que jamais, c'est de sécurité affective et de la certitude qu'il peut exister avec ou sans ces tics, qu'il peut exprimer des angoisses, des aspérités, toutes ces choses qui s'éloignent de nos habitudes, de nos attentes
aussi peut-être, mais qui ne sont pas pour autant des imperfections, qui ne sont pas pour autant des points sur lesquels il est en train d'échouer à nous satisfaire. Il doit être persuadé qu'on l'aime sans condition, que notre déception quant à qui il est n'est pas une éventualité. Et enfin, et surtout, ne perdez pas de vue les probabilités. Cette situation est loin d'être rare et elle est très certainement transitoire. Et je vais arrêter là ce podcast qui est déjà bien assez long en vous rappelant tout de même que l'espace des commentaires vous est plus que jamais grand ouvert, que ce soit pour apporter votre soutien, pour apporter vos conseils si jamais vous avez déjà traversé ce genre de moment avec vos enfants, ou que ce soit pour poser des questions si vous avez un très jeune enfant et que vous vous dites que peut-être un jour vous serez confronté à la situation, ou si vous êtes actuellement confronté à la situation, ou juste pour exprimer vos propres émotions justement, on les partagera avec plaisir, avec intérêt en tout cas, et j'espère que vous partagerez également avec intérêt et avec plaisir ce podcast sur vos réseaux sociaux, que vous likerez ce contenu sur YouTube, que vous vous abonnerez peut-être à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts, et en attendant, soyez sages.